Parce que tout commence par le regard que l'on porte sur les élèves. Marguerite Graff, bonjour. Merci bonjour Denis. Beaucoup de nous accueillir ici. Tu connais la règle du jeu, tu as 4 flammes à ta disposition et tu m'as demandé une mesure dérogatoire qui consiste à mettre la 4e flamme en numéro 2. Donc on va dérouler ce plan des 4 flammes. Peut-être on peut commencer, si tu veux bien, par la première, qui est la flamme que tu as reçue, qui te donnera l'occasion peut-être de te présenter, nous raconter ton parcours qui est tout à fait hors norme. Au départ, on pourrait dire que je suis assez représentative du parcours à la française, des bons élèves qui vont après le lycée aller en prépa et puis se retrouver. Moi, je me suis retrouvée à HEC et c'est le premier jour à HEC où je me suis dit, quand j'ai vu la liste des cours qu'on allait avoir et puis surtout le discours du directeur de l'époque qui nous a accueillis en nous disant vous êtes les Jedi de la step managériale du 3e millénaire. Alors, bon, je me suis dit oula. Je suis pas sûre que ce soit mon plan de vie en fait. Incroyable. Alors j'ai pas de regrets parce que c'était aussi une chance phénoménale de pouvoir bénéficier des partenariats qu'avait HEC. Donc j'ai fait toute la dernière année à l'étranger. Je me suis fait des amis pour la vie. Donc Et puis j'ai quitté après cette école pour continuer à me chercher un peu. Donc je suis partie faire ce qu'on fait quand on sait pas encore très bien quoi faire. Alors on part faire du conseil. C'était encore un non-choix. Enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis après je suis partie faire de l'événementiel. Alors ça c'était beaucoup plus amusant, mais j'avais au fond de moi en permanence l'idée que je n'étais pas encore à ma bonne place, que j'avais pas trouvé la place que je cherchais. Et puis c'est venu, à force de me poser des questions et j'ai compris à 29 ans qu'en fait je voulais retourner auprès des jeunes. Ça a été d'abord ça, que je voulais être auprès de jeunes, si possible aussi de jeunes des quartiers, pas de jeunes trop favorisés. Il m'attirait beaucoup, je le trouvais très beau. Et puis, donc j'ai repris des études. Alors, j'avais la chance qu'il y ait des équivalences, donc ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Et puis, donc, depuis 2000, j'enseigne l'histoire-géographie. L'éducation civique, et ça, j'y tiens beaucoup parce que j'aime beaucoup les cours d'éducation civique. On en reparlera peut-être un peu plus tard sur la flamme à transmettre. Et voilà. Et à partir du moment où j'ai changé de cap, là pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais trouvé ma bonne place. Alors c'est une chance, hein. À qui dois-tu cette bonne place que tu as trouvée? Est-ce que c'est une rencontre que tu as faite? Parce que tu dis aller vers les jeunes, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a transmis cette flamme, cette passion, cette vocation? Alors, il y a eu, je pense, plein de personnes différentes, y compris des profs que j'ai beaucoup aimés quand j'étais moi-même élève, au collège, au lycée, en classe prépa aussi. Donc, ce plaisir d'être à l'école, je pense que beaucoup de profs, les gens qui n'aiment pas l'école sont assez mal représentés parmi les profs. Il y a quand même, c'est peut-être un travers d'ailleurs. Donc, il y avait ça. Et puis, l'attirance pour la jeunesse, c'est surtout en cherchant, donc dans ces années où j'essayais de discerner un peu. Je me suis souvenue, je pense que le lien, ça a été le plaisir que j'avais eu à faire du scoutisme et à m'occuper de plus jeunes. Donc ce que j'avais découvert, je me demandais, mais finalement, quels ont été les moments dans ta vie où tu t'éclatais le plus? Et je me suis rendu compte que ça a été en particulier quand je m'étais occupée de jeunes. Donc voilà, c'est venu par là. Et puis après, les jeunes des quartiers, donc effectivement, j'ai passé des concours. J'ai fait le choix de venir dans les quartiers nord d'Asnières, donc pas très loin d'ici. Tu vois, en fait, je suis restée assez fidèle à un territoire, donc j'ai passé 12 ans un peu plus au nord, donc dans un collège REP+, qui s'appelle le collège André Malraux, et à l'époque il fallait être volontaire en fait. Il y avait tout un système où, pour éviter un turnover trop fort, et malheureusement après ce système a sauté pendant un certain temps, donc on est arrivé toute une cohorte de jeunes profs. Alors, moi j'étais un peu plus âgée que les autres, donc je trouvais ça super d'être avec des plus jeunes. C'est-à-dire quel âge? Moi je suis arrivée, donc j'avais 29-30 ans à ce moment-là, et j'étais plutôt avec des profs qui avaient 5-6 ans de moi, des jeunes profs qui avaient aussi choisi qui pas mal 24-25. Exactement, pas mal de provinciaux qui faisaient le pari qu'ils venaient passer, ils s'engageaient pour passer 4 ou 5 ans. Ça leur permettait d'avoir un bonus de points qui leur offrait la possibilité de retourner dans leur région d'origine. Donc il y avait en particulier des Bretons et des gens du Sud-Ouest qui sont restés des bons amis. Et on a eu la chance de rencontrer dans ce collège la génération au-dessus de nous de vieux militants en fait qui étaient là depuis ce que le collège avait ouvert au milieu des années 70. Et voilà, et cette rencontre entre les vieux militants, la fougue des jeunes profs qui étaient pleins d'allant, on a vécu des années
années extraordinaires qui m'ont complètement confirmée dans ce choix de métier. Et en particulier un monsieur qui a été un peu mon mentor. Donc tu vois, la flamme qu'on transmet, je pense que lui, il a vraiment une place particulière pour ça. Il nous a accueillis, c'était facile à retenir parce que c'était la rentrée 2001. Donc très vite, il y a eu le 11 septembre 2001. Et en fait, le jour de la rentrée, donc on a été accueillis à ce moment-là par la direction du collège qui, la veille de la rencontre avec les élèves, nous tient le discours suivant en nous disant voilà, alors à partir de demain, en tout cas, il y a vraiment une chose qui est très importante, c'est vous ne les quittez jamais du regard. Même quand vous écrivez au tableau. Et donc là, le trouillemètre de tout le monde est monté au maximum en se disant mais en gros j'ai la nuit pour apprendre à écrire à l'envers au tableau. Donc ça va pas être possible. Et ce monsieur nous a pris les 20 jeunes profs à part et nous a tenu un discours absolument inverse en nous disant vous avez choisi, c'est un choix, vous avez voulu être avec les jeunes avec lesquels vous allez travailler. Donc c'est que quelque part en vous, il y a quelque chose qui vous attire, donc intéressez-vous à eux, intéressez-vous à l'histoire du quartier, intéressez-vous à l'histoire de leur famille. En gros, aimez-les. Et là, alors là, moi, ce jour-là, je me souviens très bien, même physiquement, de l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, ah ben, je suis à ma bonne place. Et ça a commencé. C'est merveilleux. On peut citer le nom de ce monsieur ? Oui, il s'appelle Gérard Boyer. Et, voilà, hommage à monsieur Boyer. Exactement. Formidable. Mais, merci beaucoup. Et peut-être. Moi, j'ai fait un petit sondage qui n'est pas très représentatif, puisqu'on a eu la chance de rencontrer tes élèves tout à l'heure. Et alors, ils nous ont dit que tu étais super cool. Ils nous ont dit que tu étais très intéressante. Et donc, ça, c'est quelques années après tes débuts. Donc, je voulais saluer d'abord la performance, parce qu'ils ne savaient pas qu'on allait leur poser des questions. Mais très naturellement, bravo, parce qu'ils nous ont dit combien ils étaient enthousiastes et encouragés dans leur volonté d'étudier. Et on a parlé, il y avait bac blanc hier, si j'ai bien compris, il y a eu un thème de géopolitique. Je ne sais pas si c'est toi qui es responsable du sujet. En partie, pas que. Mais sur le Moyen-Orient. Ouais. Et j'ai été très impressionné par leur connaissance du Moyen-Orient. Écoute, alors moi j'ai été très impressionnée quand je suis devenue prof et ça se confirme. J'avais pas du tout d'enseignants dans mon environnement, ni familial ni amical. Et comme tout le monde, j'avais des images, alors ils sont tout le temps en vacances, ils font pas grand-chose et compagnie. Et sincèrement, mais vraiment, je suis admirative de la qualité à la fois intellectuelle et humaine. C'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que la qualité voilà, des savoirs qui sont transmis, elle est quand même extraordinaire dans notre école publique en France. Il faut le redire, parce qu'on est toujours très prompt à tenir des discours assez négatifs et on se rend pas compte. Moi, je suis impressionnée. Il y a plein de mes collègues où j'aimerais aller m'asseoir dans leurs cours, écouter leurs cours, voilà. Et puis en même temps, c'est un métier qui est d'abord un métier humain, c'est-à-dire que même si tu as plein de connaissances, si tu trouves pas voilà, la clé ou la solution pour rejoindre les élèves à un moment ou à un autre, et puis tu t'adresses à un collectif et à des individus, donc il faut trouver ces clés-là, elles sont différentes pour chacun, il y a plein de façons d'être prof différemment, mais voilà, ça demande aussi des vraies compétences humaines, et l'association des deux, c'est ça que je trouve passionnant, tu vois, le côté à la fois quand même assez exigeant intellectuellement, parce qu'on s'appuie voilà, sur un certain nombre de choses qui évoluent tout le temps. Alors en histoire géo, t'imagines, en géopolitique aussi, c'est-à-dire que voilà, les cours, on les change tous les ans. Et oui. C'est ça qui est intéressant, mais c'est exigeant aussi en termes de temps. Je disais tout à l'heure l'image des profs toujours en vacances et qui font pas grand-chose. Bon, voilà, il faut vivre à côté de profs au quotidien pour se rendre compte que faut pas devenir prof pour travailler moins. C'est pas une très bonne idée. Oui, la formule est belle. Je te propose qu'on passe à la deuxième flamme, donc qui t'est particulière, parce que d'habitude c'est la dernière question qu'on pose, mais qui est la flamme que tu transmets, puisque finalement tu es enseignante et l'enseignant transmet. Et donc je voudrais que tu nous dises comment tu vois les choses. Tu es une prof engagée, tu as participé à des ouvrages collectifs que je vais citer, que je vais montrer à la caméra. Le premier que j'ai lu, qui s'appelle « Territoire vivant de la République, ce que peut l'école réussir au-delà des préjugés ». Donc il y a quelque chose qui est à l'inverse de l'image que l'on peut avoir, en particulier de ces territoires. Moi j'aimerais que tu lèves le voile un peu et que tu nous donnes des éléments, on va y revenir. Et puis le dernier né, toujours collectif, avec un certain nombre de tes collègues qui ont toujours des contributions très intéressantes, parce que chaque élève compte. Je faisais une citation de cet ouvrage tout à l'heure. Alors, pourquoi t'es-tu associé à
à ces travaux collectifs, qu'est-ce que tu apportes et finalement quelle flamme tu transmets? Alors, les ouvrages en fait proviennent du même collectif qui s'appelle, donc qui a repris le nom du premier, Territoire vivant de la République, donc autour en particulier de Benoît Falaise. L'idée, le premier est sorti en 2018 et l'idée c'était un peu d'inverser le discours. Évidemment, ça t'a peut-être pas échappé, le titre, c'est un clin d'œil, en tout cas une réponse à une expression qui malheureusement s'est un petit peu installée, on va dire, dans l'imaginaire collectif, qui est que nos territoires seraient perdus pour la République. Parce qu'il y avait eu une dizaine d'années auparavant un ouvrage qui s'appelait Territoire perdu de la République. Et en fait, nous, sur le terrain, on était très attristés de voir justement comment ce discours peut être récupéré par des gens qui sont jamais sur le terrain ou qui finalement vont avoir que... Oui, vous êtes assez sévère d'ailleurs par rapport à ces personnes dont vous dites qu'ils s'expriment, mais ils ne connaissent pas le terrain, ils ne vont pas dans ces quartiers, ils ne pratiquent pas. Et voilà, il faut, tu vois, tu as vu en quelques minutes là, dans le hall du lycée, tu échanges avec quelques gamins, et qu'est-ce que tu me dis tout de suite, tu me dis, c'est réjouissant, ils sont formidables. Ils sont lumineux. Voilà, c'est le grand privilège aussi du métier de prof, c'est que la jeunesse est belle, et la jeunesse de nos quartiers, elle est largement aussi belle et aussi intéressante. Tu as peut-être même un petit supplément d'âme, une énergie, une fin en plus, ou quelque chose à prouver, ou des comptes à régler qui peut la rendre aussi parfois un peu brouillonne, mais plus belle aussi souvent. Oui, donc, je me permets de t'interrompre parce que quand on t'écoute, je voudrais pas que les gens qui vont nous écouter et t'entendre se disent bon, elle est un peu ravie, un peu enthousiaste, c'est too much, c'est pas tout à fait la réalité. En fait, c'est la réalité. C'est-à-dire que tu dis la réalité. C'est-à-dire que t'es pas une illuminée avec une exception parce que tu as des élèves triés sur le volet. Moi, je t'ai vu déambuler, je t'ai vu leur parler. D'ailleurs, tu as une autorité naturelle, ils te respectent. Et donc c'est très à l'encontre, effectivement, de tout ce qu'on a pu lire, de tout ce qu'on a pu entendre, d'un discours très pessimiste sur ces jeunes. Mais en fait, tout n'est pas facile. Il y a des jours où je suis en pétard. Ils sont comme tous les jeunes, comme mes enfants. C'est-à-dire que j'ai aussi des grands adolescents à la maison et parfois je leur demande d'éteindre leur portable, de se mettre au travail. Ça marche pas toujours à la maison. Donc nous rassures. Donc ça marche pas non plus avec les élèves qu'on a ici dans ce lycée. Alors parfois quand les difficultés sont trop concentrées, quand il y a quand même des difficultés sociales dans certains territoires qui sont plus concentrées, qui rend les choses plus difficiles pour les élèves d'abord. C'est-à-dire que c'est eux qui en sont les premières victimes. Et c'est vrai que tous les cours sont pas extraordinaires, on n'arrive pas non plus à faire des miracles tous les jours. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le désir d'école, il est toujours là. L'envie que le futur soit désirable. Ça ne change pas de génération en génération. Oui, il y a des choses qui changent. Ils ont dans la main des portables. Nous aussi, on les utilise. Peut-être qu'ils maîtrisent moins bien l'orthographe, mais ils savent faire d'autres choses. Si on fantasme en fait l'école, c'est que les gens imaginent toujours que c'est l'école qu'ils ont connue, qu'ils fantasment largement. Qu'ils ont quitté il y a 30 ans. Qu'ils ont quitté et souvent ils n'ont pas non plus forcément été très heureux, ou alors ils fantasment une école encore plus ancienne qu'ils n'ont pas connue, qui serait quand même quelque chose qui est très présent sur le fantasme de l'école de la Troisième République. Mais cette école de la Troisième République, elle a connu, elle a sauté des haies, elle a été aussi une école qui a pris à le bras-le-corps des difficultés. Justement, Benoît me racontait, il travaillait sur des archives de l'inspection nationale et il voyait au tout début, donc je pense que c'était même fin 19e, des rapports d'inspecteurs qui allaient en province et en particulier en Vendée, un inspecteur qui racontait que le prof qui l'inspectait commençait son cours sur la Révolution et tous les élèves se sont retournés par refus d'enseignement. Et le rapport de l'inspecteur raconte que le prof a laissé tomber ce cours, a dit bon c'est pas grave, aujourd'hui on va faire de la grammaire, on y reviendra. Et l'inspecteur dit il a bien fait, c'est-à-dire qu'il les a pas pris de façon frontale. Donc on fantasme un peu une école dans laquelle il n'y aurait jamais eu de difficulté avant, mais il y en aura toujours et elles sont différentes. Voilà, à force quand même on arrive à mettre au point un peu des stratégies pédagogiques et c'est pas un gros mot, la pédagogie c'est quelque chose de passionnant, c'est-à-dire se
dire, ben voilà, là j'ai tel sujet, le conflit israélo-arabe ou les mémoires de la guerre d'Algérie ou voilà, la laïcité, comment je vais m'y prendre pour qu'ils comprennent des choses. Et donc faire ce détour, prendre un peu de temps en fait, voilà, en lisant par exemple le texte, enfin un extrait de texte des identités des meurtrières d'Amin Maalouf, ça permet en particulier de désamorcer, on va dire, des conflits qui peuvent être des conflits de loyauté, d'être les jeunes, comme certains, on peut avoir parfois l'impression que certaines de nos appartenances rentrent en conflit ou les unes avec les autres, et quand on est adolescent, c'est particulièrement vif. Alors j'ai eu la chance d'être formée d'ailleurs par une association de profs d'histoire américains qui s'appelle Facing History and Ourselves. Oui, dont tu parles dans l'ouvrage. J'essaye de le prononcer bien. Absolument, absolument. Et en fait, c'est des historiens américains qui se sont dit, il faut que les cours alors pour eux, c'est effectivement l'histoire un peu au sens large, donc ça comprendrait l'éducation civique pour nous, les humanités, on va dire de façon un peu plus large. Comment faire pour que ces cours-là les aident à devenir des citoyens en pleine possession de leurs moyens, responsables, capables de poser des choix. Donc c'est un peu ce qu'on cherche aussi nous. Et leur idée, ça a été de dire, il faut qu'on leur laisse du temps pour qu'ils puissent exprimer de temps en temps, ça ne veut pas dire à chaque cours, mais leurs aspirations, leurs idées, leur avis. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans le descendant, on ne peut pas leur dire après, bah alors vous n'avez pas compris ce que c'est que la démocratie, il faut qu'elle se vive aussi, il faut que ça s'apprend. Alors on progresse un peu, le grand oral peut-être va aider cette nouvelle épreuve du bac, parce qu'on se dit qu'il faut les entraîner plus à l'oral, donc ça aide aussi à laisser un peu plus de temps pour cette expression, mais c'est aussi ne pas hésiter parfois à aller un peu plus loin, y compris avec, je trouve, leurs aspirations. Ce que je trouve merveilleux chez les jeunes, c'est que dès qu'on gratte un peu, l'envie de justice, l'envie que leur vie ait un sens plus tard, que les choses aient un sens, que de se sentir utile, c'est quand même très accessible rapidement. Et en fait, il y a une attente aussi de ça. Donc il ne faut pas se priver, nous, adultes, de leur offrir des opportunités pour qu'ils puissent vivre ces choses-là. Je propose qu'on passe au troisième chapitre, qui est peut-être la flamme qui éclaire, ce que tu as envie d'éclairer particulièrement. Et peut-être j'ai une question à te poser, parce que je discutais avec Ryan, qui est d'un de tes élèves, qui a une révélation incroyable. Il m'a parlé du théâtre, parce que tu l'as dit au début, mais je voudrais qu'on y revienne. C'est qu'on est dans un lycée un peu particulier, puisqu'il y a des spécialités, théâtre et musique en particulier. Et j'aimerais bien que tu nous dises le rôle spécifique de ces spécialités. On a des profs de théâtre et de musique, mais qui sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. Avec des sorties aux Amandiers, au théâtre du Rond-Point. 20 fois par an, voire des Mais nous, on n'a spectacles. jamais eu ça, nous. Bah non. Enfin, je ne sais pas où tu étais, Denis. Et puis pareil en musique. Alors, il y a ceux qui le choisissent en spécialité. Donc là, avec le nouveau bac, un peu comme si ils vont faire 4 heures par semaine en première. Et puis ensuite, ceux qui le gardent en terminale, ils en font 6 heures par semaine. Donc ça veut dire que vraiment, ça prend une part importante. Je t'invite, Denis, à venir le 15 février écouter la chorale du lycée de Renoir. C'est la jeunesse de France ensemble, en train de chanter des chants, de la musique sacrée, de la musique contemporaine, du rock, de la pop, de tout. Et tous les styles. Et pour moi qui ne suis prof ni dans ces deux, ni en musique ni en théâtre, de voir les élèves que je peux voir d'une façon, d'avoir un regard de la prof d'histoire géo, tu vois, ou de géopolitique, de voir les mêmes élèves se révéler en général dans une de ces spécialités, c'est aussi un énorme enrichissement. J'adore aller voir, assister aux représentations au concert, parce que tu les vois vraiment différemment. Donc ça, c'est chouette. Je t'ai pas posé la question tout à l'heure, pourquoi tu as choisi l'histoire géo et pas les mathématiques? Parce qu'après tout, si tu as fait HEC, tu as fait des mathématiques. Pourquoi l'histoire géo et même la géopolitique?
Alors en fait, je pense que c'était ce qui me paraissait à l'époque le moins rébarbatif. Et j'ai absolument aucun regret, voilà, je trouve ça passionnant. La géographie, j'avais l'impression que j'allais donner le goût du voyage à mes élèves. J'avais adoré voyager quand j'étais étudiante. Je t'avais dit que la dernière année, je l'avais fait en partie aux États-Unis et l'autre partie au Brésil. Donc il y avait voilà, cette soif du monde, entre guillemets, de découverte du monde. Donc ça, c'était la géographie. Et puis l'histoire, voilà, c'était par goût je me dis si j'arrive à les intéresser l'histoire est une porte d'entrée pour comprendre le monde et pour comprendre nos histoires, leurs histoires à eux, se réconcilier sur toutes ces mémoires qui peuvent finalement nous ramener tous ensemble. C'était un petit peu le choix. Ça me paraissait aussi vraiment moins rébarbatif que des sciences dures, on va dire. Est-ce que tu veux éclairer d'autres choses ou d'autres points de ta flamme avant de conclure ? Je crois que j'ai dit à peu près, enfin c'était voilà, dans les flammes que je voulais reprendre pour éclairer, c'était à la fois éclairer éclairer la beauté de ce que fait l'école sans nier les difficultés, parce qu'elles existent, sans nier parfois aussi l'épuisement que peuvent ressentir les gens sur le terrain. Il y a eu beaucoup de réformes successives, on ne se rend pas compte, mais en fait les profs sont des bons exécutants, donc ils finissent par faire le dos rond, par exécuter les choses, et puis hop, 5 ans après on leur redit qu'il faut tout changer. Donc moi je trouve qu'en 20 ans d'enseignement, j'ai déjà vu un certain nombre de réformes. On m'a déjà dit un certain nombre de fois, non mais non, là ce que vous avez fait là, en fait ça sert à rien, on va tout refaire. Donc en fait, il y a une sorte d'épuisement et je trouve qu'il faut qu'on se rende compte qu'une vraie réforme, ça devrait se faire dans un temps long et pas en 2 ans pour répondre à un agenda politique. Combien de temps, un temps long ? Un temps long, c'est une réflexion de, je ne sais pas, peut-être au moins 5 ans, collective, en se demandant mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, avec les enjeux d'aujourd'hui, du 21e siècle, avec les nouvelles façons de s'informer, de réfléchir, l'intelligence artificielle. Voilà, qu'est-ce qu'on veut que notre jeunesse acquiert comme compétence. Et je pense qu'on est allé trop vite à chaque fois, et donc ça produit de l'épuisement. Mais en même temps, voilà, les profs sont des bons soldats qui font avancer les choses. Donc, Alors peut-être tu pourrais nous dire un petit mot des fake news, parce que ou des théories complotistes, etc. Parce que quand on est prof d'histoire, on touche à ces sujets qui est où est la vérité historique. Tu en parles dans l'ouvrage collectif. Comment traites-tu cette question qui est quand même très dans l'actualité? La bonne nouvelle, c'est que ça fait partie des programmes. Maintenant, justement, de l'EMC, donc de l'éducation aux médias, ça fait partie des programmes, d'essayer de décortiquer avec eux déjà le fonctionnement. Quand on a commencé à y réfléchir sur les théories du complot, donc il y a effectivement un des chapitres dans le premier des livres, on l'a fait un petit peu de façon empirique, parce qu'on se rendait compte que, par exemple, sur des choses qui nous paraissaient assez simples, comme le 11 septembre, il y a quelques années, les 2 tiers des élèves de certaines classes étaient convaincus qu'en fait ça avait été un complot du gouvernement américain. Donc voilà, quand on se retrouvait face à des croyances de cet ordre-là de nos élèves, on s'est dit bon, il faut bien qu'on travaille dessus. Alors moi ça va dépendre des années, parce que j'aime pas toujours être dans la répétition, donc pendant plusieurs années j'avais fait faire des fausses théories du complot aux élèves après qu'on en ait décortiqué des vrais. Donc c'est vrai que je passe pas mal de temps, par exemple, à expliquer les protocoles des sages de Sion, parce que ça fait encore des dégâts aujourd'hui, y compris... Tu peux expliquer ça ? Alors les protocoles des sages de Sion, c'est un faux texte qui a été fabriqué de toutes pièces au tout début du XXe siècle, dans l'entourage du tsar, pour discréditer en fait les juifs russes. Il y avait autour de Nicolas II voilà, une volonté de se dire si on les discrédite, on va sauver entre guillemets les difficultés. Et Nicolas II, après avoir donné son accord pour la fabrication de ces... Donc un certain Golovin a fabriqué ces protocoles qui sont un écrit qui sont... En fait, il s'est inspiré d'un pamphlet qui était contre Napoléon III. Il a quasiment transposé en changeant... voilà. Et finalement, Nicolas II a décidé de ne pas utiliser ce faux document, mais entre-temps, il avait fuité, et il a fuité, il a nourri le nazisme. Ce qui était une manipulation. C'était complètement une manipulation, et voilà. Et en
encore aujourd'hui, alors que ça a été prouvé de façon très scientifique que le document est absolument faux. On sait complètement voilà, comment est-ce qu'il a été fabriqué, mais il s'est répandu dans les années 20 et 30, et puis même malheureusement après la Deuxième Guerre mondiale, il a ressurgi, et on peut le retrouver encore en tête de gondole aujourd'hui dans un certain nombre de pays arabes. Donc voilà, quand on leur raconte toutes ces choses-là, on vient mettre de la connaissance à la place de la croyance, et donc ça aide. Et donc quand ils avaient compris comment ça fonctionnait, on essayait de voir aussi toutes les caractéristiques, faire une sorte de portrait robot de ce que c'est qu'une théorie du complot. Et ça peut faire des cours assez amusants, parce que quand même on trouve sur les réseaux sociaux des trucs assez énormes. Donc ils comprennent, au bout de plusieurs exemples, pas aussi lourds que les protocoles, on peut venir sur des choses plus légères. Voilà, ils en fabriquent eux-mêmes et ils s'amusent beaucoup. Donc j'ai eu des choses extraordinaires. Donc voilà, avec beaucoup d'humour. Il y a peut-être une dernière phrase que tu prononces dans un des ouvrages auxquels tu as participé, c'est notre sujet, c'est de construire du nous avec des jeux. Il y a quelque chose de très collectif dans ton travail. Quand on parlait de faire du nous avec du jeu, c'était, je pense, plutôt avec des jeux, c'était plutôt avec les élèves, se dire que là, on les a tous ensemble, et si ils vivent des choses qui vont mieux se comprendre, ne pas être enfermés dans des stéréotypes. Le contrôle continu fait qu'on est un tout petit peu moins le nez sur les programmes, parce que c'était quand même un petit peu avant la course, voilà, il faut que j'avance dans mes programmes, donc je ne m'autorise pas à faire des choses qui seront peut-être plus marquantes pour les élèves. Maintenant qu'il y a le contrôle continu, peut-être qu'on s'autorise un peu plus, et puis voilà, on fait... les profs de langue, ils sont assez en avance pour ça, sur les jeux de rôle, sur les mises en situation, les tâches finales, comme ils disent, et donc nous, on commence à le faire aussi en histoire géo. Moi, je me souviens qu'au collège, justement, je commençais le cours de 6e sur la population mondiale en ayant enlevé les chaises et les tables, et puis je mettais au mur les continents et je leur demandais d'aller se répartir là, comme ils pensaient qu'était répartie la population mondiale. Alors ils allaient tous en Afrique, parce qu'ils entendaient quel est pour vous le continent qui vous tient à cœur, donc c'était intéressant. Puis après on mettait des tables qui représentaient ou des chaises, et puis c'était les richesses, comment on les représente, et puis après ils montaient sur les... Donc c'était le PIB par habitant, donc ça faisait un peu de bruit, hein. Donc on le fait pas tout le temps, mais voilà, on le fait de temps en temps. Ce qui est assez plaisant, c'est de se dire qu'il peut y avoir des surprises dans les cours. C'est-à-dire que les élèves arrivent sans forcément savoir. Ce matin, par exemple, j'ai fait un cours sur les transitions démocratiques en Espagne et au Portugal, et en fait j'avais accroché au mur toutes sortes de documents. J'avais bougé les tables, et en fait les élèves devaient aller chercher les documents, non pas en restant assis, en cherchant assis à leur table, mais en bougeant dans la salle. Et voilà, et ça je le fais cette fois-là. Un jeu de piste mural. Voilà, c'est juste pour bouger un peu. C'est pas vraiment un jeu, mais c'est un petit peu un... Petite animation. Voilà, une petite rupture de rythme, on va dire. Formidable. Un grand merci, Marguerite. Est-ce qu'il y a un point que tu veux ajouter peut-être à notre conversation ? Non, tout va bien, merci. Bon, un très grand merci. Merci, grâce à toi on est revenu à l'école. On aurait très envie d'aller dans ta classe pour écouter tes cours. J'invite tous ceux qui nous ont regardés, qui nous regardent, à consulter ces 2 livres, donc Territoire vivant de la République, et non pas perdu de la République, et puis parce que chaque élève compte. Tous nos voeux, un grand bravo, un grand merci aussi à tes élèves, et puis on leur souhaite le meilleur pour l'avenir, et j'espère qu'on va revenir dans ce bel établissement. Vous êtes les très bienvenus. Merci Marguerite. Merci Denis.